Hola gaillard, qu'est-ce que tu fous sur ton rafio? Tu vois pas que c'est la guerre ici? Eh, t'es entouré de cuirassés, fous-moi le... Massacre. Hello ho! Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 7 de Shingeki no Kyojin. Oui, je ne fais que parler de Shingeki no Kyojin en ce moment parce que Mappa enchaîne masterclass sur masterclass. Je n'ai tout bonnement pas le choix que de faire une vidéo par épisode. Le spectacle, la stupeur, la qualité d'écriture, tout ou presque est au rendez-vous. Cet épisode 7 m'a tellement hypé qu'un vaisseau sanguin a éclaté dans mon œil droit. Trop de hype. Trop d'intensité. Ça s'est passé comme ça, plus ou moins. Nous reprenons l'action directement après la fin de l'épisode 6, soit lorsque la brigade d'exploration fond sur un Porco totalement déboussolé et hagard, ne comprenant pas comment de simples humains peuvent à ce point le dominer. Et évidemment, Levi Ackerman mène la charge et aurait probablement achevé Porco si Pieck, le titan charrette, n'était pas intervenu in extremis. Avec son unité Panzer, soit une tourelle mitrailleuse blindée disposée sur son dos, Pieck est particulièrement dangereuse pour la brigade d'exploration. À savoir que leurs compétences de voltige de haut vol sont mises à mal par la combinaison du titan quadrupède charrette et ses vagues de balles qui fusent au pire endroit possible, ce qui occasionne déjà quelques morts du côté de la team Ackerman. Pour ne rien arranger, la Ratibur, enveloppée dans son cristal, parvient à générer un nouveau titan marteau, quand bien même celui-ci est incomplet, ce qui laisse à penser qu'elle l'est au bout de ses forces. Et parce que jamais 203, l'arrivée de Zeke, nous voilà arrivés à la guerre des titans. D'un côté, les titans primordiaux de Mar, charrette, mâchoire, bestiale, marteau, et de l'autre, le titan assaillant détenant le titan originel, et à ses côtés, les démons du paradis. Levi nous montre à nouveau ses compétences de leader en intimant à sa troupe de ne pas mourir sous aucun prétexte, et le titan bestial intime à ses alliés d'exterminer tous leurs opposants. Quant à Reiner, celui-ci surgit enfin de l'appartement résidentiel qui avait été détruit par Eren, ou plutôt sa main de titan cuirassé parvient à émerger des fratras de pierre. À l'intérieur de la main, un Falco qui a clairement été sauvé par son vice-commandant. Retour au Titan Marteau où l'on peut attester de la solidité du cristal qui entoure la Ratibur, soit la même densité que celui de Annie. Or, vu les échecs de Eren à percer ce fameux cristal, nous pouvons supposer que Annie est toujours en vie et qu'elle n'a peut-être d'ailleurs pas émergé de son cristal depuis ces 3 années. Avec tous ces nouveaux pions qui viennent s'avancer sur l'échiquier, Mar commence à reprendre l'avantage. Les brigades sont acculées et cernées par l'effet de surprise et l'arrivée de nouveaux titans. Porco parvient à se ressaisir et forme un binôme plutôt efficace avec Pieck, en se chargeant notamment d'éliminer tous les membres de la brigade d'exploration tentant d'aller dans les angles morts de l'unité Panzer. Et alors que Pieck commence à dévisser un plan prudent mais certain en vue de s'accaparer le titan originel, Armin Arlette fait son apparition. À même un petit rafio quasiment inaperçu au milieu de toute cette flotte de cuirassés de l'armée navale de Mar qui commence à arriver sur le port. Finalement, un lieutenant s'aperçoit de la présence d'Armin, mais ne réalise pas du tout qu'il s'agit de l'ennemi. Ce n'est qu'au moment où Armin enlève sa capuche et que des éclairs jaunes commencent à scintiller et émerger tout autour de lui, que le lieutenant et ses hommes réalisent ce qui est en train de se passer. Le titan colossal émerge, une mini-explosion nucléaire balaye toute la flotte des cuirassés, l'intégralité du port, et nous assistons à une vision de mort et de désolation absolue. Lorsque Armin émerge de son titan, et qu'il observe l'étendue des dégâts du haut de ce colosse de destruction, c'est à cet instant que Armin comprend enfin la perspective terrible qu'avait Bertolt lorsque, il y a des années de ça, il avait lui aussi dû utiliser son titan colossal. Là encore, Hajime Isayama fait en sorte de nous montrer à quel point celles et ceux que nous soutenons, les démons du paradis, sont en train, qu'importe les raisons, de massacrer des innocentes et des innocents, des civils, des enfants. On le voit avec la destruction
destruction du port, ce pauvre gamin à moitié écrasé par un pilier de béton, tétanisé en réalisant la présence de ce dieu de la destruction qui le surplombe de ses 60 mètres de haut, on croirait avoir affaire à une peinture de guerre. Le fait que cette fumée rouge qui surplombe le port émane du mélange entre l'explosion nucléaire et la vapeur de sang qui a jailli de tous les corps détruits est à la fois terrible d'un point de vue humain et esthétique d'un point de vue artistique. Une dichotomie qui ne cesse de définir l'épisode en soi, mais aussi cet arc, dans la mesure où bon nombre de fans vont soutenir leurs héroïnes et héros, tout en nonobstant en partie ou complètement le fait qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'il y a eu un massacre, que des femmes et enfants ont perdu la vie et que cela, moralement parlant, même en situation de guerre, ne saurait être accepté en totalité. D'ailleurs, ce dilemme prend à la gorge Armin. Il était déjà traumatisé lorsqu'il avait dû abattre une membre de la police militaire de Kenny Ackerman, celle-ci menaçant de tuer Jean, mais cette fois-ci, c'est sans commune mesure. Armin a commis un acte de guerre pur et simple et il le sait pertinemment, contrairement peut-être à Eren. Quoi qu'il en soit, dès l'émergence du titan colossal et la destruction de la flotte navale, toutes les cartes sont rabattues. Les titans de Mars sont tout de suite pris à dépourvu et Zeke, le titan bestial, se fait implacablement abattre par la lame de Levi. Un Levi visiblement à cran, on le comprend. Zeke est responsable de la mort de Erwin Smith que Levi tenait en haute estime, ainsi que la mort de la quasi-totalité des membres de la brigade d'exploration d'il y a 3 ans. C'est une mort du bestial très soudaine, il n'y a même pas eu de riposte de sa part, contrairement à la première joute, qui en soi était parfaite, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue spectacle, d'un point de vue narratif. Assister à une redite aurait peut-être été redondant. Ici, l'exécution est claire, nette, implacable. Levi est au-dessus de la mêlée. Quand on réalise que Zeke était parvenu à vaincre Reiner sans mal, c'est à cet instant qu'on saisit la puissance hors norme de Levi. Ce type est le dieu de la brigade d'exploration et le cauchemar des titans primordiaux. Et c'est ensuite un effet domino. La mort du bestial choque tous ses alliés, dont Pieck et son unité Panzer, qui se fait prendre en tenaille tout d'abord par une Sasha absolument fantastique. Nous savions qu'elle avait des capacités de sniper exceptionnelles. Sasha le prouve à nouveau en abattant le premier membre de l'unité Panzer, ce qui permet à Jean d'effectuer un slide magnifique sous Pieck, histoire de la déstabiliser et faire en sorte que ses coéquipiers lui envoient 2-3 roquettes sur la figure. On notera la présence de photos à l'intérieur de l'unité blindée Panzer, ce qui n'était pas le cas du manga. J'imagine que Hajime Isayama a glissé une petite note à Mappa, histoire encore une fois d'humaniser ces personnages que nous connaissions à peine, montrer qu'il s'agissait de personnes comme vous et moi, avec leur caractère, avec leurs points forts, avec leurs points faibles, avec leur histoire. Pieck est grièvement blessé et aurait probablement été tué si Jean, tout comme Armin, n'avait pas été confronté à ce dilemme moral de tuer ou non celles et ceux qu'il considère comme innocentes et innocents. Ici, en l'occurrence, le petit Falco qui s'interpose entre Jean et Pieck pour la protéger. Jean, à ce moment-là, hésite. On ne sait pas vraiment s'il a fait en sorte de dévier son tir inconsciemment ou si la vapeur émise par Pieck a permis à la roquette d'atterrir juste à côté du titan charrette. Mais avis qu'il s'agit d'une combinaison des deux, mais Jean a très probablement hésité à la vue de cet enfant, n'hésitant pas à braver sa vie pour sauver son allié. Pieck est donc sauvé in extremis et de la fumée noire émanant de l'explosion toute fraîche du titan colossal émerge un aéronef piloté par un certain Onion Coppon et sa chef, la magnifique 14e majeur, Angie, je sais pas comment on prononce. Nous ne savons pas précisément qui est cet Onion Coppon, mais vu qu'il est le pilote de l'aéronef et que ce dirigeable est une technologie de Mars, il se peut qu'il s'agisse d'un ingénieur marien. D'autant plus qu'il est originaire du continent africain et que nous n'avons vu durant les 3 premières saisons aucun ressortissant de pays africains sur l'île du paradis. La plupart sont occidentaux, seuls les Ackerman semblent avoir des traits asiatiques. Dans cet aéronef, Ange nous confirme que tout le plan entourant l'arrivée de la brigade d'exploration et l'utilisation du titan colossal à même la flotte navale émane de Armin.
Celle-ci n'hésite d'ailleurs pas à lui dire que le fantôme d'Erwin Smith est en lui. Bizarrement, Erwin semble ne pas être d'accord avec cette affirmation, ce qui peut laisser penser qu'il n'a toujours pas accepté le fait d'avoir été choisi par Levi en lieu et place du 13e major de la brigade d'exploration. Retour à la bataille avec un Porco qui se retrouve seul face à une armada d'ennemis et un long supplice qui s'annonce. Le marteau est à bout de force et Eren, via les assauts répétés du bestial, très vif et avec des griffes et une mâchoire particulièrement puissante, réalise que la clé de victoire sur le marteau pourrait reposer dans l'exploitation du titan mâchoire. S'ensuit un cauchemar absolu pour Porco, vaincu par Mikasa, puis utilisé par Eren en tant que vulgaire casse-noisette. Lara Tibur ne peut qu'assister impuissante à sa mort, tandis que la mâchoire redoutable de Porco brise sa carapace et éteint sa vie. Eren, tel un zombie assoiffé de sang, englouti gorgée par gorgée le torrent d'hémoglobine qui émane de Lara et s'approprie très certainement ses pouvoirs. C'est une défaite absolue pour Mar. Ou presque. Alors que Porco s'apprêtait lui aussi à être tué et absorbé par Eren, Reiner ressuscite de ses cendres. Il aura fallu l'intervention de Gabi puis de Falco pour le forcer littéralement à retourner dans ce monde qu'il abhorre tant. Nous avons vu que Reiner aime les enfants. Sa cousine Gabi, mais aussi Falco, Udo, Sofia. Il sait que son futur à lui est condamné, mais il entretient l'espoir que celui de ses enfants puisse être sauvegardé, malgré l'horreur absolue du contexte de guerre qui les entoure. Voilà pourquoi Reiner finit par se réveiller. Voilà pourquoi un nouvel affrontement entre lui et Eren va très probablement avoir lieu dans l'épisode 8. C'est une réussite absolue de ma part, toujours aussi efficace en matière de mise en scène et de bande originale. La narration claudicante de Hajime Isayama est très souvent sublimée, au point, en ce qui me concerne, de faire oublier cette 3D qui, par moment, peut effectivement être gênante. D'autant plus lorsqu'on la compare à la 2D de Wit Studio. Mais c'est la vie. J'ignore comment va se passer la suite, mais il est probable que Reiner parvienne surtout à sauver les meubles. La priorité pour la brigade d'exploration est de battre en retraite, laissant une nation de Mar absolument désolée. Ils n'ont plus de flotte navale, leur bras militaire est détruit. Il ne leur reste, si je ne dis pas de bêtises, que leur flotte aérienne. Et aussi une partie de l'armée terrienne qui, lors de l'épisode précédent, semblait être en partance pour Mar, à même d'être inféré. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à l'épisode 8. Ciao ciao.